Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs chercheurs. Épisode 5. Vincent et les messagers de guerre, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Aujourd'hui, nous vous emmenons à la lisière du Moyen-Âge, une époque où la Renaissance et François Ier n'allaient pas tarder à pointer le bout de leur nez, la fin du XVe siècle. Lorsque le roi Louis XI meurt en 1483, il laisse le royaume de France en pas trop mauvais état à son fils Charles VIII, qui n'a alors que 13 ans. Alors en attendant sa majorité, il est encadré sur l'ordre de son défunt père par sa sœur Anne et son mari Pierre de Beaujeu, qui mettent en place une sorte de régence. Cette situation pas tout à fait stable voit émerger des mouvements de contestation. Commence alors la guerre folle, une période d'affrontements complexes entre le couple des régents officieux Anne et Pierre de Beaujeu et des seigneurs contestataires qui forment une ligue soutenue par le puissant duc de Bretagne. La guerre en tant que telle commence en décembre 1484, mais les épisodes de bataille et de siège sont finalement assez rares, et le conflit sera surtout un conflit diplomatique perturbé par des complots. La guerre folle, comme on l'a appelée, va durer jusqu'en 1491 et se finit avec le mariage de Charles VIII, devenu adulte, avec Anne de Bretagne, l'héritière du duché de Bretagne, et qui met fin à la révolte des ligueurs. Vincent Létumier, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu as étudié la guerre folle que je viens de résumer dans un mémoire présenté en juin 2017 à travers les lettres envoyées et échangées entre les différents protagonistes. Et tu nous proposes aujourd'hui de parler des messagers de guerre à la fin du Moyen-Âge et à travers ce conflit. Alors, pendant la guerre folle dont je viens de parler, quels ont été les rôles des messagers de guerre ? Les messagers de guerre revêtent plusieurs fonctions. L'une des fonctions essentielles du messager, qui est de délivrer donc une lettre, et qui en fait confère au messager de guerre la mission de courroie de transmission de l'information. C'est une mission essentielle, c'est une mission risquée aussi, parce que le messager de guerre s'expose, il met sa vie en péril, et c'est une mission que le messager n'a pas toujours choisie, d'où des situations cocasses. C'est-à-dire, quels sont les risques que courent les messagers de guerre ? Le messager de guerre, à son insu, quand on lui a confié une mission qu'il n'a pas choisie, se voit souvent forcé de franchir les murailles de cités qui sont surveillées, et par conséquent, il s'expose au risque d'être démasqué. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ce sont essentiellement les ecclésiastiques et les marchands qui circulent beaucoup. Donc, quand un seigneur ligueur a besoin de porter un message à un autre allié, eh bien, il est forcé justement de faire appel à un messager qu'il va déguiser et notamment en ecclésiastique. Et c'est sous ce camouflage de la bure que le messager va se fondre et qu'il va tenter de porter un message et donc de s'exposer finalement. Comme je disais, donc tu as étudié la guerre folle pendant ton mémoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi ce sujet ? Ah, c'est un choix vraiment, vraiment fortuit. Ayant toujours aimé parcourir le dictionnaire des noms propres quand j'étais petit, un jour je suis tombé sur l'entrée guerre folle dans le dictionnaire, et puis c'est resté dans un petit coin de la tête, et ça a fait son chemin. J'ai suivi un cours en 3e année de licence absolument passionnant sur les rapports entre les princes et Louis XI, et c'est là que j'ai fait le lien avec cette guerre que j'avais toujours dans un petit coin de la tête, et par association d'idées, j'ai eu vraiment la volonté de travailler sur ce sujet. Il faut affranchir nos compagnons.
Vous vous souviendrez? Bah, je crois, ouais. Oui, enfin, mais c'est pas très compliqué. Il faut affranchir nos compagnons. Bon, il faut que je parte demain, c'est ça? Non, vous partez immédiatement, là. Tout de suite? À partir de ce que tu as étudié, quelles sont les sources qui nous permettent d'avoir des informations sur les messagers? Est-ce qu'on sait qui ils étaient, d'où ils venaient et quelle était leur formation? Ce qui est assez intéressant avec les messagers, c'est que les principales informations dont nous disposons à leur égard tiennent justement au fait qu'ils ont été démasqués. Donc ce sont des sources judiciaires ou des procès-verbaux rédigés par des officiers de ville qui ont intercepté ces messagers à leur porte. Parce qu'un messager devait forcément se dissimuler ou il pouvait aussi juste être officiel? Alors, quand sa mission est clandestine, notamment dans le cadre d'une ligue, d'une révolte, le messager a intérêt à se dissimuler. En revanche, quand il est un émissaire officiel du roi, qu'il porte donc une mission officielle, eh bien, il n'y a pas de problème pour lui. Il est accueilli, il y a des relais le long de la route, tout ça est parfaitement encadré. En revanche, dans le cadre d'une mission clandestine, il doit prendre des précautions, il doit ruser, bien évidemment, et le messager clandestin recourt généralement à des techniques de dissimulation. Alors il peut choisir de dissimuler le message lui-même, c'est-à-dire son support, par exemple en le cachant à l'intérieur de la doublure de son chapeau. Alors ça, c'est une anecdote que j'ai excipée aux archives de Tours. On a un messager comme ça qui a l'idée de cacher une lettre dans la doublure d'un chapeau en feutre. Et malheureusement pour lui, il est intercepté au nord de la France. Il devait justement rejoindre l'empereur Maximilien, l'empereur d'Autriche, et il a été donc intercepté, arrêté, fouillé, et on a découvert sur lui le message compromettant qui pour le coup est devenu une accusation à charge, parce que c'était vraiment la preuve de sa compromission dans la révolte. Je peux pas vous le dire, c'est un message secret. C'est pas un message secret. Vous avez dit c'est un message codé. S'il est codé, il est bien secret. Ah bah non! S'il est codé, vous pouvez monter le gueuler sur le toit de la taverne, normalement personne comprend. Non mais c'est quand même une phrase qui veut dire quelque chose. Allez-y, dites-la nous, on vous dira si c'est secret. Il faut franchir les compagnons. Il faut franchir les compagnons? Ça doit être du code parce que ça veut rien dire. C'est ce que je vous dis, c'est un message codé. Donc pendant cette guerre folle, est-ce qu'on a des exemples de quelques messagers comme ça qui ont été connus peut-être par des procès? Alors souvent ça ne va pas jusqu'au procès, dans le sens où les messagers savent se défendre lorsqu'ils sont arrêtés. Et j'ai trouvé notamment le cas, toujours à Tours, d'un messager qui s'appelle Pierre David. Et alors ce messager a un parcours assez exceptionnel. On l'a réquisitionné au petit matin dans une ville assiégée et on l'a mis devant le fait accompli en lui intimant d'aller porter une lettre aux alliés du duc d'Orléans qui se trouvaient au nord du Poitou. Et c'était son métier de base? Absolument pas. Lui est un clerc, il a une culture d'ecclésiastique et il explique justement dans une longue lettre qu'il a rédigée pour se défendre, une lettre adressée au roi, il explique qu'il s'est vu confier une mission à son insu. Il a mené sa mission à bien jusqu'au moment où on a fini par l'identifier et où on l'a incarcéré à la prison de Tours. Mais pendant 2 jours, effectivement, entre Beaugency et Tours, Beaugency qui est une petite ville au sud d'Orléans, le long de la Loire, eh bien pendant 2 jours, il a cheminé avec plusieurs liasses de lettres en direction donc des alliés des ligueurs. Alors cette mission justement a été l'occasion pour lui de déployer tout plein de stratégies pour se fondre dans la masse. Il a notamment rejoint un groupe de cavaliers. Il a eu aussi l'idée de mentir à plusieurs reprises en expliquant que s'il allait dans le Poitou, c'était pour délivrer un bénéfice ecclésiastique. Il a expliqué aussi que cette mission, pour cette mission, on lui avait forcé la main. Et donc, en fait, c'était pas sa faute. C'est ça, surtout, la stratégie de défense de Pierre David. Est-ce qu'on a des exemples de traîtrise de la part de messagers qui seraient passés d'un camp à un autre? Eh bien oui, parce que le messager, quand il sent que
le seigneur qui l'a envoyé est dans le camp des perdants, il a intérêt, justement, pour sa vie, de passer dans le camp de l'adversaire. Mais c'est vraiment un choix personnel, en fait. Ça se ressent dans notamment les lettres de rémission qui sont accordées. Alors, lettre de rémission, c'est une lettre de pardon que le roi accorde, par exemple, à des messagers ennemis qui auraient changé de camp, qui ont été arrêtés, donc démasqués, et auquel le roi finalement va pardonner. Ce qui est un peu frappant quand on étudie la manière dont le roi juge les messagers, on s'aperçoit qu'en fait, toute la justice royale est orientée vers le pardon. Et on est loin de l'image d'un Moyen-Âge violent, avec une justice implacable, où on écartèle les gens en place publique. J'en parlais tout à l'heure pendant l'introduction, là on est au XVe siècle, on est à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui reste encore justement de médiéval dans cette époque ? Alors, ces découpages, Moyen-Âge, Renaissance, on sait en histoire que ce sont des constructions. À cette époque, les gens ne se disaient pas « Ah tiens, je vis au Moyen-Âge, ah tiens, dans 2 ans, ce sera le début de la Renaissance ». Donc déjà, il faut relativiser ces découpages chronologiques. Mais néanmoins, le Moyen-Âge est caractérisé, en Occident du moins, par un certain nombre d'éléments d'unité. Et je pense que ce qu'il y a de médiéval dans la relation qu'entretiennent les hommes de pouvoir à l'époque, les chevaliers, les vassaux avec leurs suzerains, c'est une relation de post-féodalité, dans le sens où il y a toujours un lien de dépendance hiérarchique, mais que la relation a évolué vers quelque chose de plus clientéliste, vers des formes de patronage qui vont être portées à incandescence au moment de la Renaissance. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as travaillé ton sujet ? Quelles ont été tes méthodes pour notamment travailler sur les lettres échangées entre les principaux protagonistes de la guerre folle ? C'est la difficulté sur un sujet d'histoire un peu bataille, qui ressemble vraiment à tout ce qu'il y a de plus classique, d'aller chercher du neuf. Et donc pour ça, je me suis déplacé dans les dépôts d'archives, notamment municipaux, parce que c'est là en fait où il y a le plus grand nombre de lettres, tout simplement parce que les lettres ont été enregistrées par les conseils de ville, par les autorités municipales, elles ont été débattues après au conseil de ville, et donc nécessairement, on arrive aux archives, on découvre, et là c'est toujours un grand moment de surprise, on découvre des lettres en vrac, on découvre des lettres qui ont été recopiées parfois dans les registres de délibération des villes. Quelquefois on a juste le résumé, parfois on a la lettre en entier. Et à travers ce travail de recherche, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Eh bien, pour aller contre une idée reçue, ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est la rareté de la bataille quand on étudie la guerre, en particulier de la bataille rangée. Souvent, c'est un fantasme de beaucoup de gens. Le Moyen-Âge, c'est les temps obscurs, c'est la guerre, c'est l'affrontement. En réalité, la bataille rangée est quelque chose qui n'est pas recherché souvent, parce que justement, elle a un caractère décisif, et que c'est s'en remettre à la fortune, c'est s'en remettre au jugement de Dieu pour le chevalier, qui risque sa vie, qui met vraiment son corps finalement à l'épreuve des coups. Et donc le caractère décisif et fatidique de la bataille fait que finalement la bataille est assez rare, parce que ces hommes ont aussi intérêt dans leur trajectoire personnelle à vouloir se sauver, à vouloir sauver leur peau. Et donc la bataille, en ce sens-là, est plutôt un repoussoir. Même si dans l'imaginaire médiéval, la bataille est quelque chose de mythique. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus ambigu. Donc pour éviter ces batailles, j'imagine que les messagers de guerre étaient donc très importants pour tout ce qui était de la négociation. Les messagers de guerre pouvaient parfois servir d'ambassadeurs. Il y a une indétermination des fonctions. Parfois, ils avaient justement une polyvalence. Ils avaient reçu une délégation de pouvoir qui leur permettait de représenter le souverain ou le chevalier qui les avait missionnés. Mais pour autant, le messager, par exemple dans la bataille,
a un rôle très important parce que le camp du roi se trouve parfois à 100, 200 km du lieu où le combat est livré et le roi, extrêmement inquiet, envoie justement des espions. Alors l'espionnage, c'est vraiment quelque chose de très répandu à l'époque. Il envoie aussi des messagers parce que précisément il a besoin d'être tenu au courant heure par heure de ce qui est en train de se passer. Et on mesure justement dans les lettres, ça aussi ça m'a un peu surpris, pour répondre à ta question, on mesure l'inquiétude et l'angoisse du roi. Et le roi, il engueule les vassaux, il engueule ses officiers parce qu'ils ne font pas remonter l'information assez vite, parce qu'ils n'obéissent pas scrupuleusement à ses ordres, parce qu'ils laissent les hommes parfois en faire justement qu'à leur tête. Et donc le roi, il tape du poing sur la table dans ses lettres et il va gronder un petit peu ses officiers. C'est ça finalement qui est aussi très frappant dans les lettres, cette implication émotionnelle du roi. William, nos messagers. Voilà. Les Anglais font progresser une armée vers Stirling. Et les nobles se rallient à nous. Robert le Bruce et la plupart des autres refusent de prendre part à la bataille. Mais la nouvelle s'est répandue et les hommes des terres du Nord se pressent de nous rejoindre. Oui, il en arrive des centaines, des milliers. Êtes-vous prêts pour la guerre? Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton travail ? Alors l'une des difficultés quand on étudie l'histoire, c'est le caractère cumulatif finalement des connaissances, des faits, des événements. On a une masse documentaire qui est énorme. Et nous, il faut qu'on fasse le tri. Et là, je m'adresse peut-être aux futurs médiévistes, il ne faut pas avoir peur de tailler dans le vif. Parce que précisément, on ne pourra jamais embrasser toute l'histoire. Donc, il faut cibler. C'est-à-dire, dans ton mémoire, qu'est-ce qui t'a posé problème en termes de connaissances ? Il y a quelque chose dont j'ai horreur en histoire, c'est la généalogie, parce que j'aime pas beaucoup les affaires de famille. Et quand on commence à étudier justement les relations de pouvoir dans le milieu de la cour, on n'en sort pas. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce monde-là, comte d'Angoulême, duc d'Orléans, duc d'Alençon, duc de Bretagne, les régents officieux, ils appartiennent à la même famille. Ils ont les mêmes ancêtres. C'est une grande engueulade de famille, finalement, que ce conflit de la fin du XVe siècle. Pour finir cette émission, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un mémoire d'histoire médiévale ? Alors déjà, il y a se lancer dans des études d'histoire, se lancer dans des études d'histoire médiévale et puis écrire un mémoire. D'abord, il ne faut pas se laisser intimider par la masse documentaire et l'érudition qu'il faut acquérir. Tout ceci, finalement, se fait progressivement. Un conseil, donc un conseil de volonté, un conseil de passion, il faut être passionné pour faire de l'histoire, et peut-être aussi la lecture, qui est la plus belle des activités, et je pense qu'il y a de grands noms, comme Le Goff notamment, qui était un historien absolument magnifique, qui donne vraiment envie d'entrer dans l'histoire. J'ai un message codé de la part du roi. Bon, je vous écoute. Vous êtes prêts à décoder? Il faut rafraîchir les maquignons. Quoi, je me suis planté? Vincent, merci beaucoup d'être venu nous parler des messagers de guerre et de leur aventure. C'est moi qui te remercie, Fanny, de m'avoir invité. Si le sujet de l'émission du jour vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la description de l'épisode sur SoundCloud, où nous vous proposons une sélection d'ouvrages et de sites internet. N'hésitez pas à écouter les 4 autres épisodes de Passion médiéviste déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Merci à Binge Audio qui a participé à la production et à la distribution de cet épisode. La prochaine fois, nous parlerons de la figure d'Abraham et de sa famille dans les manuscrits du Moyen-Âge. Salut!